m'appelle Esker et surtout pour cette matinale animatrice du groupe Capital Humain de l'ADIRA. Alors qu'est-ce que l'ADIRA? C'est une association indépendante professionnelle qui vit des adhésions de plus de 500 entreprises. Elle va fêter ses 50 ans cette année. C'est à peu près 20 événements qui sont organisés sur toutes les années sur les thématiques de l'IT. C'est 18 groupes de travail qui se réunissent régulièrement, qui s'entraident, qui échangent. Et un de ces groupes est le groupe Capital Humain que j'anime. Alors qu'est-ce que fait le groupe Capital Humain? Donc il se réunit tous les mois sur un thème que le groupe a choisi. Donc le but est ensuite de partager donc, les bonnes pratiques acquises lors de ces 3-4 séances de travail communes avec les adhérents de l'ADIRA. Bon, ADIRA, j'ai oublié de le dire, c'est Association Digitale Région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est la plus grosse association informatique de la région. Donc, le thème aujourd'hui, c'est les organisations apprenantes. Donc, nous sommes sur le campus René Cassin, alors HEP Lyon René Cassin. J'ai regardé sur Internet que voulait dire HEP. Donc, humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. René Cassin a été mise en place ici en 2004 et ensuite il y a une extension avec HEP Lyon en 2008. 2017. Ah, bon, voilà. 2017. En 2017. Ouais. Alors, lorsque j'ai demandé à Marie-Laure, d'ailleurs que je remercie beaucoup de nous avoir prêté cette salle, donc Marie-Laure Drevet est responsable de l'EPSI, donc l'école informatique qui est dans l'autre bâtiment à HEP Lyon. Marie-Laure m'a dit que ce lieu accueille 7500 apprenants dans 24 écoles et centres de formation qui couvrent 13 filières métiers qui vont de l'environnement numérique en passant par l'immobilier, le commerce, la communication, la gestion, l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi apprenons à la place d'étudiants? Je me suis dit, c'est un signe par rapport à notre sujet de ce matin. En tous les cas, ce que je vois, c'est que sur ce lieu d'apprentissage, nous avons ce matin des adultes motivés pour apprendre sur les organisations apprenantes. Alors, cette matinale se déroulera en 4 temps. Corinne qui nous fera une introduction pour vraiment nous donner, planter le décor, nous donner la définition de l'organisation apprenante. Ensuite, nous aurons 4 sociétés qui vont témoigner de leur expérience d'entreprise apprenante. Donc, nous avons la chance de pouvoir accueillir Extia qui va représenter le monde du numérique avec Chloé Mounier. Tu peux te lever. Voilà, la SNCF avec Cicely Pams Cappuccini qui vient aussi de Paris. Thales avec Denis Prel qui vient de Saint-Étienne, je crois. Jérôme Martin de Volvo qui vient de Belay. Et pour conclure, nous allons terminer avec Céline Buffet-Aymar qui va nous partager une expérience d'intelligence collective, je dirais. Voilà, et le dernier temps sera pour vous avec un temps questions-réponses. Alors, j'espère que nous serons à peu près à l'heure. Nous risquons de dépasser un petit peu puisqu'on a démarré un petit peu en retard, mais voilà. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne matinale. Et Corinne, alors, je te prends ta cuvette pour la mettre dans l'ordi. Elle est ici. Je l'espère. Alice, c'est quoi ce support sur le volet? Oui, ils l'ont déjà. C'est pas grave. Spécifique, donc les gens
bienvenue donc. Je me sens un peu haut là. Quand on a pris l'habitude de pratiquer l'intelligence collective, on prend l'habitude d'être au même niveau que les personnes avec qui on est. Et donc là, tout à coup, j'ai l'impression d'être professeur et ça me fait vraiment très très bizarre, bien que j'ai beaucoup aimé l'université, mais c'est un peu derrière moi. L'organisation apprenante, donc juste peut-être pour vous dire quelques mots sur qui je suis. Moi, je suis coach depuis 2006. J'ai un parcours, comme je le disais tout à l'heure à Céline en voiture, où j'ai commencé par m'intéresser beaucoup au management, pour ensuite me rendre compte que les pratiques managériales, c'était un peu ça quand même qui générait ou non de la qualité de vie au travail. Et de la qualité de vie au travail, je suis passée à l'organisation apprenante comme étant pour moi un modèle à la fois individuel et collectif qui contribuait à cette qualité de vie au travail et aux bonnes pratiques managériales. Je fais partie d'une association qui s'appelle SOL France, qui est l'association qui promeut les organisations apprenantes en France, en tout cas la pensée de Peter Senge, qui a écrit la 5e discipline, qui est vraiment le livre fondateur de l'organisation apprenante aux États-Unis, je vous en parlerai tout à l'heure. Et SOL France organise un tas d'événements autour de l'organisation apprenante, plutôt principalement à Paris, mais on a des membres de SOL qui sont en région lyonnaise, donc peut-être qu'un jour il y aura des événements directement sur Lyon auxquels vous pourrez assister. Et moi sinon je gère un cabinet qui s'appelle l'Institut Concerto. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous savez, vous, de l'apprenance, et est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se disent l'apprenance, c'est un peu le nouveau mot à la mode pour parler de formation? Non, personne. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui se disent que c'est un mot pour parler de e-learning? Non plus. Et est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pensent qu'il s'agit de tout ce qui est knowledge management, c'est-à-dire capitalisation des connaissances dans l'organisation et manière de garder vivantes ces connaissances? Oui, Peut-être plus, peut-être plus. D'accord. Ok. Alors en fait, c'est un peu les trois à la fois et c'est bien plus que ça. Pourquoi bien plus que ça? Parce qu'à titre individuel, en fait, l'apprenance, c'est cette capacité qu'on a, cette disposition qu'on a face à l'acte d'apprendre. Donc, vous voyez, là, il y a deux figures. Il y a la figure qui représente l'expert. L'expert, c'est celui qui va creuser, toujours dans la même direction, j'ai envie de dire. On a une thématique, on y va. Et il a du mal à sortir de sa zone de confort parce qu'il a du mal à sortir de sa spécialité, en fait. Et pour lui, tout ce qui sort de sa spécialité, c'est quand même une zone de danger. Il a du mal à y aller. Il préfère creuser. L'apprenant, lui, effectivement, il a cette zone de confort aussi de ce qu'il connaît déjà, mais surtout, il est très curieux. Et cette curiosité-là va l'amener à être tout à fait à l'aise dans des positions inconfortables de non-savoir, en fait. Et donc, c'est le fait qu'il tolère cet inconfort-là qui va faire qu'il écrase de plus en plus sa zone où c'est dangereux d'aller parce que c'est inconnu. Lui, il n'a pas de problème avec l'inconnu. Il y va sans problème. Alors, je vous rassure tout de suite, surtout pour vous qui êtes issus de l'univers IT et des technologies, etc., on peut être expert apprenant. Enfin, tous les experts et les experts informatiques ne sont pas des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre. On peut être expert et apprenant. Mais tout ça, c'est pour dire que l'expertise, c'est plutôt l'accumulation des savoirs, et l'apprenance, c'est plutôt l'envie de découvrir et la curiosité d'apprendre en permanence. Et c'est ça qui différencie vraiment les deux postures. Je parle vite, si je parle trop vite, vous m'arrêtez. Et surtout, je sais que j'ai qu'une demi-heure, et j'en ai mis plein des slides. Du coup, pour quelqu'un qui est plutôt un expert ou qui est plutôt dans la formation, il est plutôt dans l'apprentissage que dans l'apprenance. Et pour ceux d'entre vous sont issus du domaine plutôt RH, vous connaissez probablement ces 4 stades d'apprentissage qui disent qu'on passe du stade de l'incompétence inconsciente, je ne sais pas que je ne sais pas, je ne sais rien. Souvent, vous savez, quand on sort de nos études et qu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on est juste là, dans l'inconsciemment incompétent. Je crois savoir plein de choses, mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est que je ne sais rien. Et quand on a quelques années de bouteille, on commence à être dans l'incompétence consciente, c'est-à-dire, à force d'apprendre, je me rends compte qu'il y a un tas de lacunes et qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc, je commence à être consciemment incompétent. Et puis on bascule dans la compétence consciente. Ça y est, je commence à avoir un peu de bouteille, j'ai 10 ans d'expérience dans ma boîte, il y a plein de choses que je sais, et ça, je sais que je le sais. Donc on est plutôt sûr de soi.
Et finalement, on bascule dans la compétence inconsciente qui est « je sais tellement de choses qu'en fait, maintenant, ça marche un peu en arrière-plan. Il y a des choses que je sais et je ne sais même plus que je les sais, je les utilise de manière naturelle. C'est rentré dans mon mode, dans ma manière d'être. » Ça, vous voyez, ce sont des passages, on ne revient pas en arrière. On passe par des cases et on va d'une case à l'autre et on ne revient pas en arrière. Or, l'apprenance, c'est quelque chose qui fonctionne en boucle, en fait. L'apprenance, c'est par exemple, j'ai une prise de conscience, tiens, je prends conscience qu'il serait quand même bien que je me remette au sport. Je fais un choix, tiens, dans les sports qui s'offrent à moi, je vais plutôt choisir, bon, allez, moi je vais dire le yoga, mais ça va vous paraître pas un sport, mais voilà, le yoga. Je vais expérimenter, je vais aller en cours 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je vais obtenir des résultats, et par rapport à ces résultats, je vais réfléchir, est-ce que c'était bien ça le but que je m'étais fixé? Si c'est ça, eh ben, je remonte à l'expérimentation, je continue à faire du yoga et tout va bien. Si c'est pas ça, je vais remonter à un autre choix, donc je vais remonter à, je choisis un autre sport et je reteste. Et si c'est encore pas ça, je vais revoir ma prise de conscience en me disant, mais le problème c'est peut-être pas de faire du sport, c'est peut-être de faire de la méditation ou je ne sais quoi. Donc vous voyez, l'apprenance, ça fonctionne en boucle, on ne s'arrête jamais d'apprendre. On est des éternels apprenants, ça commence quand on apprend à marcher en fait. Hein. On est des éternels apprenants. Une définition, alors du coup je vous ai parlé déjà un peu de Peter Senge, il y a différentes manières de le prononcer. Lui il a travaillé au MIT à Boston avec un groupe de consultants et il a conçu un modèle qui est le modèle des 5 disciplines dont je vous parlerai tout à l'heure. Et pour lui une organisation apprenante c'est la définition qui est là, c'est-à-dire dont les membres peuvent sans cesse développer leur capacité à atteindre les résultats qu'ils recherchent, où du coup il y a des nouveaux modes de pensée qui sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, et où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. Et la force de Peter Senge, je vous le redirai plusieurs fois, c'est d'avoir allié la notion de l'individu et la notion de l'entreprise, en fait. Une autre définition qui est peut-être plus simple à comprendre, qui est issue d'un prof de Harvard, qui dit « Une entreprise apprenante est une organisation capable de créer, d'acquérir et de transférer de la connaissance », donc on retrouve bien un peu notre knowledge management, hein, et de modifier son comportement, et c'est là où vraiment ça introduit quelque chose de nouveau par rapport à l'accumulation de connaissances. On modifie son comportement pour refléter les nouvelles connaissances qu'on a acquises, et ainsi se transformer de façon continue, et là on retrouve notre boucle d'apprenance. J'apprends, je transforme mes comportements, à partir de ces comportements je vais aller plus loin, je vais avoir envie d'apprendre de nouvelles choses et je vais de nouveau transformer mes comportements. Et on est bien dans la boucle. Et vous voyez que c'est une affaire à la fois individuelle et collective. J'avais envie de vous montrer cet iceberg-là parce que vous voyez, les capacités individuelles et collectives à apprendre plus, mieux et plus vite, ça c'est aussi une définition de Chris Argyris qui est un consultant qui travaille avec Peter Senge. Ces capacités individuelles et collectives, elles représentent un avantage compétitif majeur pour les entreprises. C'est notamment la notion d'agilité dont on parle beaucoup dans les organisations et qui sont vraiment très très importantes aujourd'hui puisque c'est ça qui va nous permettre de nous transformer alors que le monde va de plus en plus vite et bouge de plus en plus vite. Ce qui est important, c'est que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais comment est-ce qu'on l'obtient, ça? Et c'est là où le modèle des 5 disciplines est intéressant. C'est comment est-ce que, en dessous de l'iceberg, il va se passer des choses qui vont permettre d'arriver à ces capacités à apprendre plus, mieux et plus vite. Et c'est le modèle des 5 disciplines, dont je peux vous dire déjà qu'il y en a 2 qui sont plutôt des disciplines individuelles. Une qui s'appelle la maîtrise personnelle et l'autre qui s'appelle les modèles mentaux. On y reviendra en détail tout à l'heure. 2 qui sont plutôt des disciplines collectives, avec la vision partagée, comment est-ce qu'on partage sa vision dans l'organisation, et l'équipe apprenante, apprendre en équipe, et une discipline qu'on va dire plutôt intégrative, qui est comment est-ce que je pense systémique tout le temps, comment est-ce que je me pense comme un système, je pense l'équipe comme un système, je pense l'organisation comme un système, et je considère aussi l'écosystème de mon organisation. Ça, c'est les 5 disciplines. Je commence par la maîtrise personnelle. Alors, la maîtrise personnelle, c'est tout simplement quoi? C'est l'idée de travailler sur soi de manière à se connaître de mieux en mieux. Et non seulement à se connaître de mieux en mieux tel qu'on est aujourd'hui, mais à se projeter dans la vision qu'on a envie d'avoir de soi-même dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je travaille tout le temps ce qu'on appelle une tension créatrice, qui est une forme d'élastique entre voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà ce que je veux obtenir demain. Et comment je m'y prends pour obtenir ce que je veux demain. Et notamment aussi, comment est-ce que je m'y prends pour m'aligner moi-même le plus possible entre ce que je pense, ce que je crois
la manière d'agir, et je pense que vous êtes nombreux dans les organisations à dire tiens, ce manager-là, il est peut-être pas si cohérent que ça manque de cohérence, tout ça, il dit des choses, il ne les fait pas, etc. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les organisations. C'est comment je fais pour m'aligner moi-même entre mes pensées, mes actes, mes croyances, et ce qui me permettra d'atteindre le but désiré. Et donc c'est un processus qui est continu, que l'on fait tout le temps, et que vous pouvez faire en organisation, notamment par exemple à travers les entretiens individuels, où on peut demander aux personnes comment est-ce qu'elles ont envie d'être, quels sont les objectifs qu'elles se donnent, comment est-ce qu'on peut les aider à obtenir ces objectifs-là. Typiquement, c'est un endroit où on peut parler maîtrise personnelle, même au travail. C'est du développement professionnel, personnel, dont le coaching fait partie aussi de ces... Et vous voyez, en entreprise, non, dans nos vies, on aurait tendance à faire, je ne sais pas si vous connaissez la parabole de la grenouille ébouillantée, on aurait tendance un peu à tous des grenouilles dans nos casseroles, c'est-à-dire qu'on nous plonge dans l'eau froide et l'eau a beau se réchauffer tranquillement, doucement, nous, on se trouve très très bien dans nos casseroles qui deviennent très agréables et très tièdes. Et une fois qu'il s'agit de sauter de la casserole parce que l'eau devient vraiment trop chaude, et ben on n'a plus le courage de sauter de la casserole parce qu'on s'est complètement tiédi et on reste dans notre zone de confort en fait. Et on a beaucoup tendance à faire ça, à rester dans notre zone de confort. La maîtrise personnelle, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de notre zone de confort. C'est quelles sont les pratiques que je peux acquérir qui du coup me donnent envie d'apprendre tout le temps et d'apprendre pourquoi pour atteindre les buts que je me suis fixés. Je n'apprends pas juste comme ça. Un enfant, quand il apprend à marcher, c'est soit parce qu'il a sa mère qui lui tend les bras et qui se dit chouette, je vais rejoindre maman, soit parce qu'il aperçoit un petit objet, un petit jeu quelque part et qu'il a envie de l'attraper. Enfin, en tout cas, on a des motivations pour apprendre. Et donc, voilà, ce travail de maîtrise personnelle, on le fait parce qu'on a une motivation, on a quelque chose, un but à atteindre dans notre vie. Les schémas mentaux. Alors une petite image pour refléter ce que sont les schémas mentaux. Les schémas mentaux, c'est tout ce qu'on construit dans notre vie comme croyance, comme représentation du monde, comme image qu'on se fait du monde. Et tout ce qu'on construit dans notre vie, on le construit à partir de tout petit. Hein, c'est l'éducation qu'on a reçue, c'est le milieu dans lequel on est né, c'est les études qu'on a faites, c'est les expériences qu'on va vivre, surtout les expériences qu'on va vivre, qui vont nous permettre d'avoir plein de croyances sur plein de choses et plein de personnes. On se dit, voilà, on a tous des phrases, des phrases toutes faites pour dire, je sais pas, telle chose c'est bien ou telle chose c'est pas bien. Voilà, ça fait partie des croyances qu'on va se construire et donc des schémas mentaux. Et donc ce qui est compliqué dans les schémas mentaux, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes. Et que vous voyez, une même réalité peut être perçue de manière totalement différente par deux êtres. C'est comme ça qu'on en finit, vous voyez, avec les chaises, il y a des chaises qui ont 4 pieds là, où quand on regarde une chaise de devant, on se dit tiens, elle a 2 pieds. Puis quand on la regarde sur le côté, on se dit tiens, elle a 2 pieds aussi. Puis quand on la regarde de derrière, on se dit tiens, elle a 2 pieds. Puis de l'autre côté, on se dit tiens, elle a 2 pieds. Bah, finalement, elle a 8 pieds ou elle a 4 pieds cette chaise? Parce que 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8, ça fait pas 4. Vous voyez, et c'est comme ça que si on ne se parle pas entre nous de nos schémas mentaux, on n'arrive pas à avoir une carte du monde qui soit une carte du monde à peu près objective, réaliste et qui corresponde qui se rapproche de la réalité, puisqu'on ne fait que se rapprocher de la réalité. On a chacun notre vérité. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'interroger tout le temps ces cartes mentales et de prendre conscience aussi des cartes mentales des autres. C'est comme ça qu'on travaille les schémas mentaux. La troisième discipline, qui du coup, là on est en train de basculer dans les disciplines collectives, la troisième discipline dont parle Peter Senge dans son livre, c'est la vision partagée. La vision partagée, alors là je l'ai représentée, elle n'est pas encore partagée, par l'image de cette petite danseuse qui, vous voyez, danse, et elle, quand elle danse, elle imagine qu'elle représente une fleur. Et vous voyez que dans le public, toutes les personnes qui la regardent imaginent chacune qu'elle représente autre chose, un oiseau, un avion, un papillon, un cheval, etc. Et construire une vision partagée dans l'organisation, c'est justement arriver à faire en sorte de créer ces espaces de dialogue où les gens vont pouvoir échanger leur représentation sur une situation et en échangeant leur représentation sur une situation, finir par dégager une vision collective. Un des exemples d'entreprise que je peux vous donner, c'est celui de Hyundai, le constructeur automobile. Un jour, le président d'Hyundai est allé donner une conférence de presse et pendant sa conférence de presse, il a annoncé que désormais, toutes les voitures Hyundai seront garanties 10 ans. Et il est retourné voir ses ouvriers et il a dit à ses ouvriers, maintenant que j'ai annoncé ça, vous imaginez que si on n'arrive pas à tenir cette promesse de garantie de 10 ans, ça va nous coûter une fortune. On va passer notre temps à réparer des voitures, donc on est obligé d'augmenter la qualité de nos voitures. On ne peut pas faire autrement. Alors c'est une drôle de manière de partager la vision, elle est très descendante cette manière-là, hein. Mais il n'empêche qu'il a exhorté ses ouvriers à pouvoir tenir ce défi de la garantie de 10 ans,
Et du coup, Hyundai est passé, je crois, en 2009, ils avaient fait une étude de qualité, et Hyundai avait gagné je ne sais plus combien de places en nombre de qualité, mais c'était vraiment très très important, et était devenu l'un des premiers constructeurs automobiles en termes de qualité, et avait pu vraiment effectuer un bond qualitatif très très important. Donc vous voyez, ça c'était une manière de partager une vision. Aujourd'hui, on construit plutôt vers le bas, c'est-à-dire qu'on demande d'abord aux collaborateurs de nous donner leur vision, et puis on construit petit à petit pour remonter vers une stratégie d'entreprise. Voilà pour la vision partagée. Donc bon, là c'est le texte. Je ne sais pas, vous les aurez après les slides ou pas? Elles sont distribuées ou... Si c'est possible. Oui. Oui. Voilà. Vous êtes d'accord? Moi je suis d'accord, je partage. C'est ça. Voilà. Donc voilà, si vous les avez, du coup, si vous n'avez pas le temps de lire et qu'il faut que je fasse un peu vite pour rattraper le temps, vous aurez les slides pour méditer tout ça tranquillement chez vous. Alors, quatrième discipline, apprendre ensemble, encore une discipline collective, et vous connaissez peut-être cette parabole des aveugles. Alors, c'est une histoire indienne, hein, on est dans un village indien et il y a quelqu'un qui arrive en disant il y a un éléphant à côté et les aveugles qui ne savent pas ce que c'est qu'un éléphant, on les conduit auprès de l'éléphant et chaque aveugle se saisit d'une partie de l'éléphant. Alors d'habitude il y en a 6, je ne sais pas pourquoi sur mon schéma il n'y en a que 4. Et chaque aveugle se saisit d'une partie de l'éléphant. Donc celui qui se saisit de la trompe dit tiens, un éléphant c'est comme un serpent. Celui qui se saisit du pied dit tiens, un éléphant c'est comme un tronc d'arbre. Celui qui se saisit de la queue dit tiens, un éléphant c'est comme une corde. Et celui qui se saisit de la peau au centre, là, se dit, tiens, c'est comme un mur. Et en fait, ils commencent à discuter entre eux, et puis ils se disputent, et il y a un sage qui arrive de l'extérieur et qui leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils disent, on n'est pas d'accord sur ce qu'est un éléphant. Et le sage, qui lui est voyant, leur dit, mais c'est juste parce que peut-être que vous détenez chacun une partie de la réalité. Donc vous voyez, on est de nouveau dans les schémas mentaux, on détient chacun une partie de la réalité. Donc il faut créer une vision partagée, c'est la discipline que vous avez vue juste avant. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de la connaissance qu'a l'autre pour vous en enrichir et pour constituer un avantage compétitif en ayant une vision globale. Et donc comment est-ce que vous pouvez apprendre ensemble des différents éléments. Et cet exemple de l'apprendre ensemble, vous voyez, c'est un peu ça qui a conduit Peter Senge à travailler sur les 5 disciplines. Ça remonte à l'histoire de Shell, Shell, groupe pétrolier. On est dans les années 1972 et Shell demande à ses experts de faire de la prospective sur les coûts du pétrole. Et ces experts décident de travailler non pas de manière statistique comme ils avaient l'habitude de le faire, mais de travailler de manière prospective et en écoutant les signaux faibles. Et en écoutant les signaux faibles, les consultants ont dit au groupe, attention, on voit qu'il y a une sorte de révolte des pays arabes qui émerge à l'égard des pays qui soutiennent Israël, et nous, on pense qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va exploser, et ça va engendrer une augmentation très forte des coûts du pétrole. Shell a dit non, c'est pas possible, les pays arabes, on s'entend très bien, ils nous vendent leur pétrole, ils sont contents de nous vendre leur pétrole, et les consultants ont insisté lourdement en disant, mais vraiment, nous, on vous dit qu'il va y avoir un refroidissement des tensions dans les relations et que ça va créer quelque chose. Et ils avaient bien vu, puisque ce sont les chocs pétroliers qui ont suivi juste derrière, et Shell a accepté de revoir sa stratégie en diversifiant ses approvisionnements de pétrole. Et grâce à cette diversification des approvisionnements de pétrole, Shell est passé 2e alors qu'ils étaient 8e pétrolier dans le monde. Ils sont passés 2e et ils ont surtout économisé des milliards de dollars parce qu'ils avaient réussi à s'approvisionner autrement avant le choc pétrolier. Et donc, vous voyez que cette capacité à apprendre ensemble, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tous ces consultants qui s'étaient mis ensemble et qui, en analysant les signaux faibles, avaient chacun partagé les signaux faibles qu'il avait avec les autres. Et ils avaient construit comme ça, en apprenant ensemble, ils avaient construit comme ça une stratégie pour Shell. Et ça fait partie des grandes histoires qui ont marqué Peter Senge quand il a écrit la 5e discipline. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Non. Ok. Donc voilà, apprendre ensemble, c'est la capacité à développer le dialogue génératif, le dialogue collaboratif entre les personnes, de manière à apprendre ensemble et apprendre ensemble au profit de l'agilité de l'organisation, au profit de l'organisation. 5e discipline, il a appelé son livre comme ça, la 5e discipline. La 5e discipline, c'est la pensée systémique. Et donc vous voyez ce petit schéma qui montre que ces deux personnages là au bout du bateau ne pensent pas du tout de manière systémique, puisqu'ils se disent tiens, on est vraiment soulagé que le trou soit de l'autre côté, et que ce soit les autres qui écopent, sans se rendre compte une seconde que l'entièreté du bateau va finir par couler, mais voilà.
Ça, c'est la pensée systémique, la non-pensée systémique. Et voilà un autre exemple de la non-pensée systémique qu'on connaît tous. On a une action, on ne se rend pas compte que notre action est corrélée à d'autres événements, ces événements fonctionnant en boucle vont finir par nous retomber dessus un jour. Donc attention, quand vous avez une action, il y a un moment donné où ça vous retombe dessus, donc faites attention à l'action que vous faites. Un exemple de la non-pensée systémique qui est pas si vieux que celui-ci, c'est le laboratoire Kodak. Donc Kodak, vous connaissez tous, développement de pellicules photo à la base, et je ne sais pas par contre si vous savez que c'est Kodak qui a inventé l'appareil photo numérique. Oui. Sauf qu'à l'intérieur de l'entreprise, les gens n'y croyaient pas du tout. Et ils pensaient que c'était pas du tout le numérique qui prendrait le pas, qu'ils allaient continuer à faire leur beurre, entre guillemets, sur la vente de pellicules photo et le développement de pellicules photo. Et le jour où ils se sont aperçus que c'était le numérique qui prenait le pas, c'est comme l'histoire de la grenouille qui tiédit dans l'eau, c'était trop tard, ils étaient restés trop longtemps dans leur zone de confort, et Kodak a déposé le bilan, malheureusement, parce qu'ils ne les avaient pas vus à temps qu'il y avait une vision systémique à avoir, tenir compte de l'environnement, tenir compte du fait que les utilisateurs, les personnes qui prenaient des photos voulaient être autonomes dans leur prise de photos, arrêter de dépendre des pellicules, des laboratoires, etc. Et ils n'avaient pas vu cet essor du numérique comme il a eu lieu. Donc voilà, l'idée de la pensée systémique, c'est plutôt que de regarder les objets, de regarder les interactions entre les objets. C'est beaucoup plus puissant de réfléchir comme ça et donc de faire les liens entre les différents domaines, de faire les liens entre les différents départements des organisations. Aujourd'hui, on parle beaucoup de silos, de fonctionnement en silos. Une des grandes forces des organisations apprenantes, c'est cette capacité à casser les silos aussi, par notamment cette pensée systémique et le fait d'apprendre ensemble. Voilà pour les 5 disciplines. Ce qui est intéressant dans la pensée de Peter Senge, c'est que vous voyez, on considère qu'il y a 4 dimensions dans l'expérience, dans toute expérience humaine, vous, moi, tout le monde. Il y a 4 dimensions. Il y a une dimension qui est individuelle, subjective, c'est notre intériorité et notre conscience. Une dimension qui est individuelle, objective, qui est notre comportement. Une dimension collective, subjective, qui est notre culture, la culture d'entreprise, la culture nationale, toutes les cultures, la culture familiale qu'on a. Et une dimension collective qui est objective et observable, qui sont les structures et les systèmes en place dans les organisations. Les 5 disciplines couvrent l'ensemble de ces champs-là. Et c'est ça la force de Peter Senge dans sa notion d'organisation apprenante. Une organisation apprenante, c'est vraiment la question du développement individuel couplé à la question du développement collectif et du développement organisationnel. Et c'est ça qui fonctionne finalement. Et c'est ça surtout qui fait que ce n'est pas un mouvement, un énième mouvement à la mode. Vous voyez, c'est pas juste une mode managériale, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. D'ailleurs, on dit qu'il faut entre 5 et 10 ans pour devenir une organisation apprenante. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place comme ça d'une année sur l'autre en se disant « Tiens, cette année, je ne savais pas quoi faire, et ben, on va devenir une organisation apprenante. » Modèle intégrateur de l'apprenance pour vous montrer que ça peut se mettre en œuvre dans l'entreprise. Ce qui est important de retenir, c'est que le plus important, c'est l'état d'esprit. Pour qu'une organisation devienne apprenante, il faut partager cet état d'esprit qui dit que apprendre en permanence, c'est une valeur. Oui, je suis désolée, c'est un peu bas sur le... Donc, apprendre ensemble, c'est une valeur. Et donc, si c'est mis au plus haut niveau des valeurs de l'entreprise, du coup, vous avez une chance que votre organisation devienne apprenante. La deuxième condition qui, pour moi, est essentielle, c'est l'engagement et le soutien de la direction générale. Ne vous lancez pas dans des travaux d'organisation apprenante si vous n'avez pas le soutien de la direction. Parce que ça demande une transformation personnelle. La maîtrise personnelle, c'est la question de la transformation personnelle. Donc le dirigeant, il passe aussi. Et ensuite, vous verrez que par le comportement, par la transformation de comportement des opérationnels et par le soutien fonctionnel à travers tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place, dont le knowledge management fait partie, dont par exemple des systèmes RH incitatifs plus sur le collectif et le collaboratif que sur l'individuel, dont des systèmes de mesure que vous pouvez mettre en place de manière collaborative en disant voilà comment on saura qu'on a atteint nos buts, et en travaillant sur le climat de l'organisation, vous pourrez tout à fait devenir une organisation apprenante. Et donc vous voyez, vous aurez les capacités individuelles et collectives à apprendre plus, mieux et plus vite qui seront toujours sur le haut de l'iceberg, et tout le reste qui sont des choses que vous pouvez mettre en place dans votre organisation pour créer cet avantage compétitif et pour créer de l'agilité dans votre organisation. Je suis allée à toute vitesse, j'espère que vous en savez un peu plus sur le guide sur l'organisation apprenante. Pour aller plus loin, il y a ça, alors Annick l'a apporté, qui est le guide de l'organisation apprenante qui se trouve dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. C'est épuisé. Et qui est un guide d'outils, donc en fait ce sont des outils directement applicables dans l'entreprise.
Voilà, je vous ai mis mes coordonnées. Chez Sol, on organise une journée découverte de l'organisation apprenante le 27 juin si vous êtes sur Paris. On est en train de la monter, puisque d'habitude c'est un programme qui est sur plusieurs jours, mais là on va essayer de faire une journée juste pour donner envie aux personnes de goûter ce qu'est l'organisation apprenante. Voilà, et puis donc en résumé, vraiment apprendre, l'apprenance c'est quoi? C'est développer une manière d'apprendre et de co-créer ensemble dans l'organisation, et par là développer l'agilité de l'entreprise et donc sa capacité à se transformer. Et donc la force de ce modèle, c'est vraiment d'allier l'individuel et le collectif. Je pense que si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Voilà. Merci. Merci. Alors, j'invite les intervenants de notre table ronde à s'approcher et à s'asseoir sur nos belles chaises orange et vertes. Merci beaucoup, Corinne. C'est pour la fin. La fin, j'inviterai Céline, Corinne pour les questions-réponses. Donc pour le moment, j'aurai une nouvelle innovation. Moi, je vais mettre aussi. Un grand merci, Corinne. Bon, alors, nous allons voir au niveau de certaines entreprises. Bon, là, on va avoir des exemples vraiment bien concrets. Peut-être avant de démarrer, j'aurai 4 questions que je vais poser à chacun. Avant de démarrer, je vais vous laisser vous présenter en 4 phrases chacun. Peut-être levez-vous. Bien. Alors, donc, je suis ici Céline Scapoccioni. Moi, je travaille à la SNCF Réseau, à la direction de l'ingénierie. Corinne connaît beaucoup de personnes. Et je suis rentrée à la SNCF en 2002, au moment d'un changement de direction. Je ne dis pas plus. Jérôme Martin, je travaille pour Volvo Construction Equipment, qui est la division engin de chantier de Volvo. Et je suis responsable informatique sur le site de Belay. Voilà. Est-ce qu'au fond, vous entendez? Pas beaucoup. Alors, responsable informatique de Volvo, les petites pelles mécaniques à Belay. Je laisse avancer pour... Alors moi je suis Denis Prel, je suis coach Lean et je rajoute N-Learn, c'est quelque chose que je tiens, au sein du groupe Thales. Et je suis aussi coach interne dans le business line dans lequel je travaille sur Saint-Étienne et aussi sur Elancourt et Blagnac. Et alors si j'ai participé au 20 ans de sol, j'ai aperçu Corinne sur l'estrade parce qu'il y avait quand même une estrade, donc c'était déjà en hauteur. Merci. Voilà, et je me suis nourri de la lecture de Peter Senge pour transformer mes approches. Et du coup, je m'appelle Chloé Mounier-Veillé, je suis chargée de communication digitale chez Extia, qui est une société de conseil en ingénierie, ESN, plus vulgairement dit. Et j'y suis depuis maintenant 2 ans. J'ai commencé en alternance, j'ai été diplômée l'année dernière et je continue mes aventures du coup chez Extia en CDI. Merci. Alors, je vais vous demander à chacun pourquoi vous avez été amené, ou votre organisation a été amenée à un moment donné à se pencher sur le concept d'organisation apprenante. Qui veut commencer? Allez, si c'est lui. Alors, à SNCF Réseau, donc dans la direction de l'ingénierie, en 2003, on avait une relation client-fournisseur avec un organisme qui s'appelait à l'époque Réseau Ferré de France, qui était propriétaire des voies ferrées et donc qui nous demandait de faire des études et des travaux pour construire les futures lignes, qui étaient à la fois des lignes à grande vitesse et des régénérations du réseau ferré. Donc cette relation client-fournisseur, elle avait déjà
un passif difficile au sein de la direction, puisque on partait d'une ingénierie intégrée. Pour certains, ça peut paraître, mais sans ligne de compte, sans voilà, donc on travaillait. Et on était les experts, sachant qui avaient conçu les lignes à grande vitesse, reconnues mondialement. Et cet organisme RFF a décidé de mettre en concurrence. Donc en plus, on s'est retrouvé d'experts sachant reconnus mondialement, mis en concurrence. Et en 2003, on a perdu 3 appels d'offres très gros pour l'entreprise. Donc il y avait les têtes basses, vraiment la baisse de la fierté de ce qu'on faisait, et je vais dire un avenir très incertain. Et à ce moment-là, directeur Bernard Chaher, qui a repris l'ingénierie à ce moment-là, s'est dit c'est pas possible, c'est signaux faibles, qu'est-ce qu'on va en faire et comment ça peut se passer. Donc il a accepté avec l'aide d'un coach, mais il a accepté de faire un séminaire, toute ligne hiérarchique confondue jusqu'à l'agent, de 150 personnes, pendant 2 jours, se réunir collectivement pour voir où on en était, pour savoir où on était. Et là est la base de toute une série de transformations dans l'entreprise. Et donc moi, parce que je suis arrivée en 2002, hein, donc je suis... je vais dire, je suis maintenant manager de proximité d'une équipe, et donc moi j'ai bénéficié de tous ces réflexions, ces outils, ces plantages aussi. On fait des gros plantages par moment, mais on a appris, et voilà. Donc c'est comme ça qu'est arrivée cette nouvelle façon d'être. Difficile, d'accord. Jérôme? Alors pour moi, Volvo, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 80 000 employés répartis sur tous les continents. Et un des objectifs vraiment de la mise en place de cette organisation apprenante, ça a été vraiment ce qu'on appelle la performance industrielle. Donc le fait vraiment d'optimiser nos fonctions opérationnelles. Donc ça a été un des premiers objectifs. Et puis l'arrivée de notre nouveau président, Martin Lundstedt, à la tête il y a maintenant 5 ans, a donné un nouveau virage vraiment à Volvo. Et l'engagement des collaborateurs est maintenant vraiment au cœur de notre culture de la performance. Et cette organisation apprenante est bien sûr un des outils qui nous permet d'atteindre cet objectif. Et moi, personnellement, en tant que manager, cet indicateur d'engagement des collaborateurs fait partie d'un de mes indicateurs de performance les plus importants. Alors moi, j'ai envie de vous présenter une autre histoire. Alors Thales, c'est 88 personnes aussi. Voilà. Par contre, avec une culture de transformation, on est dans l'aéronautique, la défense, entre autres. Donc on a plutôt suivi les traces de gens comme Airbus ou l'automobile, et on s'est renouillé après de certains concepts, mais c'est pas venu d'en haut. On a été un certain nombre, je dirais, cette volonté de transformation avec une couleur apprenante est venue du middle ou dans la pyramide. Donc un certain nombre de personnes qui ont voulu prôner un certain nombre de valeurs de transformation et qu'on a expérimenté sur différents sites. Donc à travers le Lean, qui est une des démarches, je dirais il n'y a pas de Lean, mais il faudrait faire une définition du Lean qui s'appuie vraiment sur le développement des gens. C'est une démarche apprenante avec une orientation client sur un pilier qui est le développement des gens et qui utilise des principes équilibrés de délai et de qualité. Enfin, j'ai fini de synthétiser le Lean à ma sauce, et c'est un équilibre, et c'est une vision systémique. Parce que si on enlève ces 4 piliers, c'est plus de Lean, ça se casse la figure, et on n'est plus dans de la recherche de compétitivité pérenne et durable. Donc je dirais que c'est venu du milieu, des sites qui ont expérimenté des voies. Pourquoi ce middle management a voulu changer ou mettre l'humain peut-être un petit peu au centre? Parce que voilà, on était quand même aux manettes de certains sites, voilà, et donc il y avait quand même des enjeux à ce niveau-là. Et donc on a expérimenté d'autres voies pour faire autre chose que plus de la même chose, et on se gamelle toujours, donc il faut bien trouver d'autres façons de faire. Okay. Voilà. Donc on a constitué un réseau progressivement de coaching, comment et c'est venu par le milieu. Super.
Chloé. Et du coup, pour la petite histoire aussi, je pense que sur le cas qui est Extia, il est important de rappeler un peu le contexte. Du coup, Extia est une société de conseil en ingénierie, ce qui veut dire que notre activité consiste à engager chez nous en CDI des consultants, qui peuvent être des consultants, des ingénieurs dans le secteur industriel, comme des développeurs dans l'IT, ça va d'un bout à l'autre. Et donc du coup, une fois que ces consultants sont engagés en CDI chez nous, on leur propose des missions et des projets chez nos clients, qui peuvent être par exemple la SNCF, du coup. Et donc ce qui découle directement, ce qui est une conséquence directement de ça, c'est que 85% de nos salariés ne sont pas physiquement dans nos murs. Donc du coup, toute la problématique lors de la création de Extia en 2007 par Arnaud Frey, notre PDG, ça a été de respecter une des valeurs qui pour lui était chère, qui était que pour lui, le bien-être du salarié générait automatiquement et à chaque fois de la performance. Donc du coup, si on remet un peu les choses dans le contexte, on est en 2007. Donc du coup, même si parler de QVT et de bien-être au travail, etc., pour nous, ça nous paraît normal aujourd'hui, en 2007, ça ne l'est pas du tout. Et encore moins dans le secteur des ESN. On est plutôt en 2007 sur toute cette période de suicide à France Télécom, etc. Donc du coup, c'est pas du tout pour l'instant au goût du jour de parler de QVT, etc. Et du coup, Extia s'est construit vraiment sur cette idée et sur cette croyance forte que le bien-être générait de la performance. Et grâce à ça, on est parti de 0 salarié et de juste Arnaud Frey, le fondateur, en 2007, pour avoir une croissance exponentielle et totalement organique, ce qui veut dire qu'on n'a racheté aucune société et qu'il n'a été, la croissance qu'on a eue a été seulement de la croissance en interne. Et on est passé de 0 à 1300 salariés, du coup, cette année en 2019. Donc, si on devait répondre à la question un peu depuis quand, qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu une entreprise, une organisation qui est apprenante dans l'idée, c'est depuis la création en fait d'Extia, parce que ça a été créé sur un modèle qui voulait que tout soit apprenant et tout soit orienté là-dessus. C'est une croyance très forte du fondateur qui a voulu mettre ça en place chez Extia comme mantra. Là, dans nos exemples, on a 3 dirigeants impliqués et un middle management. Bon, alors, maintenant, pour poursuivre cette conférence, ce qui est intéressant de savoir comment cela a été mis en place. On a compris le pourquoi, le contexte. Concrètement, ça s'est traduit par quoi? Vous avez commencé par quoi? Comment? On repart? Oui. Je ne suis pas habituée à ce qu'on soit pas en cercle et aligné. Les premières pierres, je pense que, on parlait des dirigeants, il faut savoir que nous, sur les 15 ans d'ingénierie, où on a mis en place certaines choses, on n'a eu que 2 dirigeants. Et ça, c'est un luxe. Et je pense que c'est eux qui en parlent le mieux dans ce qu'ils en ont appris eux-mêmes, puisque c'est eux qui ont commencé. Et eux, ils ont commencé en se disant, on ose l'amorçage, donc il faut oser l'autorisation. Donc ils ont commencé au sein du CODIR à se dire, nous, on va commencer par prendre un coach, mettre au centre de notre management de la performance le management via l'apprenance. Donc ils ont mis en place avec un coach externe dans un premier temps, qui était chez Sol, Pierre Baran, et ils ont pris une coach interne qu'ils ont rattaché directement au directeur et qui a perduré, il faut dire qu'il y a toujours une coach interne qui a perduré, donc Sylvie Carozocan et Pascal Blanchet derrière. Et en fin de compte, ils ont travaillé par essaimage. C'est-à-dire, ils ont montré l'exemplarité en faisant un séminaire, en travaillant sur les cadrages systémiques. On pensait de pensée systémique, c'est je fais une demande à quelqu'un, je reçois une demande, je vais regarder tout ce qui se passe. Donc ils ont construit
des petites fiches voilà, qui nous ont transmis petit à petit. Voilà, on a une fiche de cadrage systémique. Et pour chaque demande que l'on reçoit de notre chef ou d'un collaborateur ou que l'on adresse à quelqu'un, on se pose la question, est-ce que je lui ai tout dit qui était essentiel pour répondre à sa question. Donc petit à petit, ils ont commencé à faire ça, et puis ça leur a permis de prendre des managers de middle management, d'identifier, avec l'aide des coachs, des managers influenceurs. Et petit à petit, ces managers influenceurs ont pris leur terrain de jeu à eux, qui étaient leurs équipes, et puis ils ont pris des pépites. C'est le terme qu'ils emploient, donc vous avez une pépite bleue aujourd'hui. Voilà, donc, et à la pépite, on va lui donner l'opportunité de faire autre chose, etc. Et donc, l'idée de départ a été la ruche avec les abeilles. Voilà, et l'essaimage. D'accord. Jérôme, comment Alors, vous y êtes pour moi, pris chez Volvo? Déjà, ça fait à peu près 13 ans où en fait, pour acquérir cette performance industrielle, Volvo a mis en place du lean manufacturing. Et ça s'est progressivement diffusé à l'ensemble des autres services. Donc c'était vraiment centralisé et réservé à la production. Et puis progressivement, l'amélioration continue, la qualité, c'est des méthodologies, des philosophies qui sont entrées en résonance dans les autres services. Et pour lesquels en fait on s'est intéressé en tant que manager IT. Et puis en parallèle, on a la chance à Volvo d'avoir une université interne, qui s'appelle Volvo Group University. Et cette université interne est partie du principe que pour un manager, une des principales missions, c'est de communiquer efficacement avec son équipe. Et la communication, c'est une discipline qui s'apprend comme les mathématiques. Que j'ai découverte en devenant manager. Et on est parti de 2 programmes, donc un programme vraiment réservé aux futurs managers, ce qu'on appelle donc un parcours, le Leadership Pipeline, qui est là pour accompagner le leader qui a été découvert jusqu'à sa prise de fonction, avec dedans des techniques de communication comme par exemple le feedback que j'utilise beaucoup, avec le coaching aussi que j'utilise beaucoup, avec mes équipes. Et en parallèle aussi, un programme alors là vraiment dédié pour Volvo Construction Equipment, pour vraiment le top management et les senior managers, qui s'appelle Inspire, et qui a été aussi implémenté dans la même directive et vraiment le même objectif que pour les nouveaux managers. Je peux raconter la suite de l'histoire parce que ça tombe bien. Donc au bout d'un moment, voilà, il y a eu création en 2011 d'une direction Lean et transformation au sein du groupe. Alors des bons fonctionnellement, et il y a eu création d'un réseau apprenant très fort progressivement. Donc un réseau de coachs au niveau coach Lean, au niveau site, au niveau entité, division, et avec donc une animation régulière de ce réseau. Un système, un programme de formation qui est devenu de plus en plus une formation sur le terrain, de mise en situation. On a transformé aussi la façon de former. On a aussi démarré progressivement, c'est-à-dire que 80 000 personnes, l'éléphant, je le vois bien. Et puis Thalès, que des cerveaux gauches. Hein. On leur parler de tête cœur corps, il faut se lever tôt. Hein. Donc on a commencé d'abord par la production avec une philosophie, c'est qu'on balaye devant sa porte, c'est lui de la production. Donc on s'est dit on va d'abord apprendre pour être en mesure, en capacité de pouvoir drainer les autres entités. Donc après, au bout de 4 ans, on est passé au monde du développement, des projets. Puis on continue comme ça, progressivement. Et pour le cas d'Extia, donc je vous l'ai dit, c'était cette volonté de Arnaud Frey c'est pas cette volonté, mais cette croyance plutôt que le bien-être générait de la performance.
Et cette idée, dans l'opérationnel, elle a découlé sous la forme d'un mantra qui est très fort et qu'on utilise tous les jours chez Extia, qui est aussi notre slogan, qui est le d'abord qui, ensuite quoi. Et donc le d'abord qui, ensuite quoi, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça reflète l'émancipation personnelle et professionnelle surtout des salariés. Ça veut dire qu'on a la croyance très forte que si on laisse faire à un salarié ce qu'il veut et ce qu'il peut et qu'on lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut, il va dépasser au final le cadre prédéfini de ses missions dans son emploi. Mais pour développer du coup, pour laisser cette émancipation professionnelle avoir lieu, ça a été possible grâce à seulement une forme de management qui est le management agile. Encore une fois, je vous le rappelle, du coup, on est en 2007 à ce moment-là, et en 2007, on ne parle pas non plus de management agile à l'époque. Donc du coup, ce management agile, il a été possible, il a permis du coup, c'est le seul garant qui a permis une relation de confiance entre le salarié et Extia, et qui du coup a permis, grâce à cette relation de confiance, la prise de risque chez Extia de la part du salarié, et au final, l'innovation. Parce que, par exemple, demain, si vous demandez à Arnaud Frey ou au comité de direction, à la direction générale de l'entreprise, quelle est véritablement la stratégie d'Extia pour demain, ils auront quelques réponses à vous fournir, je ne vais pas vous mentir, mais la logique qui est chez nous et qui prend le pas sur tout le reste, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'au final, Extia, de 2007 à aujourd'hui, s'est construit sur les initiatives des salariés, les prises de risque des salariés, l'innovation des salariés et au final, du coup, l'entrepreneuriat. On a commencé avec Extia à Sèvres, du coup, juste à côté de Paris, en 2007. Aujourd'hui, on a 11 agences dans toute la France, en Belgique, en Roumanie, Breaking News aussi au Portugal et en Espagne qui arrive l'année prochaine. Il n'y a pas une seule de ces agences qui a été créée en accord avec la stratégie d'Extia. Toutes ces agences ont été créées à l'initiative des salariés. Donc des salariés qui avaient envie de vivre en Roumanie et qui donc ont été chez Extia à Paris et sont partis et ont eu tout le soutien d'Extia pour créer l'agence en Roumanie, pareil à Lille, pareil en Belgique, pareil à Lyon, etc. Donc du coup, en fait, ce d'abord qui ensuite quoi qui est aussi important pour la culture d'entreprise d'Extia, c'est au final un véritable contrat social entre le salarié et Extia, qui se résume à ok, du coup Extia, on va vous faire grandir, on va faire grandir le salarié, mais en contrepartie, le salarié va faire grandir Extia également. Et c'est comme ça qu'on s'est développé depuis 2007. Oui. Alors, dans ce qu'il vient de dire, il y a quand même, on voit des approches un peu différentes. Et nous, à la direction d'ingénierie, on a fait le pari de mettre très peu de gens à 100% sur le sujet. C'est-à-dire que quand je vous parlais d'essaimage, c'est-à-dire que c'est un manager qui peut bénéficier d'un réseau pour travailler en intelligence collective. Donc il y a des gens qui sont formés en intelligence collective pour faire de la facilitation. Mais ils viennent aider ce manager-là, mais eux-mêmes sont des chargés d'études avec un beau cerveau gauche et ils ont découvert leur cerveau droit, souvent qu'ils avaient oublié dans les compétences. Voilà. Et du coup, on se rend compte que tout le monde grandissait et se remettait en question et se découvrait des talents qu'ils ne soupçonnaient pas dans ce monde d'ingénieurs. Donc passer d'un sachant à un apprenant, voilà, c'est une belle remise en question. Et puis à la fois ces effets réseau. Moi je ne sais pas faire quelque chose, là je voudrais monter ma réunion collective différente, et ben je vais faire appel à quelqu'un d'autre, mais du coup je suis très attentive parce qu'il a aussi un job. Hein. Donc voilà, et tout ça se fait dans cette intelligence et ce respect-là. Et donc voilà, nous c'est un choix qu'on a fait un peu différent. J'ai envie de vous répondre. Puisque dans le réseau, effectivement, du réseau apprenant, il y avait aussi à la fois des managers qui étaient à X% de leur temps avec une casquette d'accompagnateur ligne et pleinement opérationnel. Okay. Nous officiellement, quand je vois
Eh bien, un sujet RH, par exemple, c'est 0% de notre temps. C'est-à-dire que c'est une autorisation. En aucun cas, il y a un indicateur, ni de performance d'ailleurs, hein, par rapport à ça, ni de temps. On fait des feuilles d'heures et tout, voilà, bons ingénieurs, hein, mais du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà. J'ai un petit complément que j'ai oublié qui me paraît fondamental. Peter Senge en parle d'ailleurs, il parle d'infrastructure. Qu'est-ce qu'on met en place pour quel est le cadre pour entrer dans un mode d'apprenance. Donc là aussi, ça a été très important de mettre en place, alors je vous en parle, par exemple, on met des démarches, mon collègue ça devait parler, des démarches de marche sur le terrain, de Gemba Walk, où on apprend voilà, à revisiter sa façon de voir le terrain, tout ça pour passer à une manière agissante de penser et non pas l'inverse. Je pense, j'agis, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Voilà. Et donc ces cadres, c'est des animations courtes d'équipe, des plateaux OBA pour les équipes, et tout ça, il faut le voir avec un seul filtre. Ce ne sont pas des outils pour mieux, comment dire, pour faire accélérer les flux, ou pas que ça, ou pour obtenir des résultats de performance industrielle. C'est qu'un outil sans intention d'apprentissage, bullshit, comme on dirait, c'est moderne ça, c'est jeune ça. Voilà. Donc tout outil qu'on déploie, toute discipline doit être apprenante, tout visuel, tout management visuel qu'on met en place, il doit y avoir une intention d'apprentissage. Et ça, c'est un des cœurs de la réussite que je vous soumets. Donc là, vous donnez des exemples concrets de ce qui a été mis en place. Il y en avait d'autres. Ouais. L'idée, c'est maintenant illustrer vraiment pour que vous puissiez avoir des exemples de comment ça se concrétise sur le terrain. Ben moi, je suis avant tout un manager opérationnel, donc en support de la production. Et mon principal objectif quand je suis devenu manager, c'était vraiment de favoriser le dialogue entre les différentes équipes que je pouvais avoir. Parce qu'à Volvo, dans beaucoup de grands groupes, on a vraiment ce silotage de l'organisation qui fait que forcément, surtout au niveau IT, on n'a pas forcément la facilité de collaborer avec les autres fonctions. Et une de mes premières décisions, c'était de laisser mon bureau individuel. J'avais un magnifique bureau, très grand bureau individuel, j'avais mes équipes en open space. Et ma première décision, c'était de dire, on va faire de mon bureau en fait un espace collaboratif. Et je me suis mis avec mon équipe dans l'espace. Et ceci vraiment pour éviter cette barrière que je pouvais avoir, parce que le bureau, c'est effectivement une position managériale, hein, parce qu'on le voit surtout à Volvo, hein, le bureau est vraiment le reflet de notre position de manager. Mais l'inconvénient, c'est que ça crée une barrière avec notre équipe, et l'équipe ne vient pas forcément toquer à la porte pour venir vous voir et vous parler des problématiques qu'elles ont. Donc ça a été vraiment mes premières décisions que j'ai prises. Et puis une autre décision, c'est que j'étais très tributaire des multiples réunions, et j'avais un calendrier chargé de réunions, d'une multitude de réunions, et pour lesquelles j'avais pas forcément de valeur ajoutée. Alors je dirais que c'était même la majorité des réunions, où c'était des réunions où on était là en plus en visioconférence, donc vous imaginez derrière votre ordinateur à farfouiller vos mails, parce que pendant 2 heures de réunion, on se dit c'est un peu une perte de temps, et on va faire quand même avancer les choses de notre côté. Et j'ai décidé de faire le ménage dans ces réunions et de me concentrer sur des réunions d'équipe. Et une note de mes pratiques, parce que j'aime beaucoup expérimenter, et c'est vraiment mon souhait d'expérimenter, c'est de remplacer la réunion qu'on pouvait avoir, la réunion hebdomadaire autour de la table, tout le monde avec son PC. Et on a fait comme on le fait en production, c'est-à-dire une réunion hebdomadaire de 15 minutes, pas plus, en face d'un tableau avec des post-it, avec 3 questions à répondre, ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin ce que j'ai fait hier, dans la semaine, ce que je vais faire et quelles ont été mes difficultés. Et chaque personne se réunit, on a 15 minutes, donc on est une équipe de 8 personnes, donc ça va très vite.
Et on a devant ce tableau en fait le ongoing, donc ce qui a été fait, ce qui est dans les tuyaux et sur quoi on travaille. Et ça a permis vraiment de libérer la collaboration. Et ça a été dès la première réunion vraiment un questionnement. Après, la réunion a duré 15 minutes, mais les équipes après se sont rapprochées et on commençait à parler « Ah mais tu travailles sur ce sujet, tu as cette problématique ?» « Mais oui, mais je connais un contact qui peut t'aider. » Et c'était vraiment le point de départ de l'aventure, moi en tout cas en tant que manager opérationnel. Et puis une autre expérimentation qui est aussi dans la même lignée, c'est ce qu'on appelle la rétrospective, qui est aussi calquée sur les méthodes d'agilité et de Lean. C'est se dire une fois par mois, on va se réunir tous ensemble et vous allez venir avec deux sujets qui pour vous fonctionnent très bien au niveau de l'équipe et deux sujets pour lesquels vous sentez qu'il y a matière à s'améliorer parce que c'est quelque chose qui vous freine dans votre activité. Et à l'issue en fait de cette réunion mensuelle, on regarde généralement le côté négatif, le côté frein, et on se met d'accord sur un plan d'action pour aller chercher une amélioration et faciliter vraiment le travail de l'équipe. Voilà, ça, c'est des exemples bien concrets. Oui. Si c'est vite, des alors des exemples. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai eu l'opportunité de créer ma boîte à outils et ma boîte de remise en question, puisque chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était créé ou à expérimenter, moi je me suis portée volontaire. Alors je vais vous faire une confidence, moi c'est ce qui m'a fait rester dans l'entreprise en fin de compte, clairement. Je n'aurais pas eu ça, j'en serais partie. Je m'ennuyais. Il y avait un côté droit qui me disait on a marre. Et du coup, des choses, donc du coup, moi je suis dans plusieurs réseaux et je me nourris continuellement. J'apporte mon expérience par moment parce que je commence quand même à en avoir. Et puis voilà, et puis ça se questionne tout le temps. Donc je suis dans un groupe qu'on appelle un groupe relais résonance, qui est en fin de compte un groupe hiérarchique où on vient et soit on fait émerger et on a un accès direct à la direction. C'est-à-dire qu'un signal faible, nous, on avance et puis on dit à la sortie de la séance, on est d'accord sur ce signal faible-là, hop, on envoie un mail au directeur. Donc ça, c'est une opportunité qui est quand même, quand on le vit, on se dit après, ça c'est génial parce que pour notre équipe, on peut leur donner cette autorisation-là. Donc mon équipe a l'autorisation de se réunir. Donc il y a des réunions où moi je ne suis pas obligatoire. Ce sont des réunions hebdomadaires qui durent 3 quarts d'heure. Ils ont un espace, je leur réserve une salle. Et je ne suis pas obligatoire. Et puis s'ils ont quelque chose à me dire, ils m'ont, voilà. Ou soit ils me voient, soit ils m'envoient un ambassadeur. Voilà. Ça c'est une première chose qui est... et alors, moi ce que je mets beaucoup en pratique, c'est l'expérimentation. Mais aussi le fait que quand on vit les choses, on est capable de les remettre après, en tout cas en expérimentation pour soi-même, dans son espace. Donc il y a ça, il y a le réseau des facilitateurs en intelligence collective dont je vous ai parlé. Donc moi j'ai fait 4 formations, voilà, c'est tout. Et après on a une supervision tous les mois où on dit qu'est-ce qu'on a fait sous forme de petits pas, qu'est-ce qu'on en a appris. Et les autres nous font un retour direct sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. En tout cas, ils nous amènent à réfléchir, à nommer nos apprentissages et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour la prochaine fois. Et du coup, souvent, celui qui a apporté son petit pas, il a appris quelque chose sur lui-même et sur sa façon de faire, mais les autres ont autant appris. Donc ça, c'est une démarche où moi j'ai pu, sur un type d'étude un petit peu similaire, faire travailler les agents d'études sous forme en intelligence collective, alors plutôt avec des techniques de co-développement, par exemple, ou pour certains, pour ceux qui connaissent, les douches de questions, etc. Donc en temps très court pour voir la situation différemment et aussi regarder ça. Après, je me suis aussi... alors moi, j'utilise beaucoup dans mon management, alors notamment,
tout ce qui a été mis en place donc, par la direction, on a travaillé sur des valeurs. Donc, les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on en fait quand on est manager de proximité? Qu'est-ce qu'on en fait? On s'en sert pour sa réunion d'équipe. Alors moi, ma réunion d'équipe, elle est... il peut ne pas y avoir d'ordre du jour. Je peux décider qu'il n'y aura pas d'ordre du jour. Et ça ne choque personne, parce qu'ils savent que l'ordre du jour va être co-construit en fonction des besoins de chacun. Et si quelqu'un a un besoin, je peux décider que ce soit lui, enfin après je peux décider, mais souvent ça se fait en collectif, soit il me dit, moi je veux bien que ce soit moi qui anime la séquence, ou il dit, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, donc il y a ça. Et du coup, mes réunions de section, elles commencent toujours par une inclusion. Voilà. On se dit collectivement comment on arrive à la réunion, comment on se sent. Alors moi du coup, j'essaye de leur faire des choses en créatif. Alors on est à Lyon, donc j'arrive le matin et j'entends à la radio que c'est la fête des Lumières à Lyon. Donc j'arrive, je dis l'inclusion aujourd'hui, c'est le mot lumière. Voilà. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, ils vont dessiner, ils vont dire quelque chose, ils vont écrire un mot. Voilà. Et par contre, souvent, d'éclusion, comment on part de la réunion, elle se met à deux niveaux. Un niveau, la question qui pour moi est le plus simple, c'est de demander qu'est-ce qu'on a appris de cette réunion. C'est relativement simple de poser cette question-là. Ça peut être rien, il peut y avoir quelqu'un qui dit rien, mais il n'y a pas de sujet. Le deuxième sujet que je mets toujours en déclusion, c'est quelle est la valeur que ça me donne envie de mettre en place pour la semaine ou pour le mois à venir. Et chacun va se positionner sur une valeur. Et du coup, les autres, ils peuvent aller voir. Si par exemple on a des valeurs comme l'audace, quelqu'un qui dit j'aimerais bien avoir plus d'audace. Quelqu'un qui a tenté quelque chose d'audacieux, il va dire je vais peut-être aller poser la question, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux t'aider en quelque chose? Voilà. Donc ça c'est le truc. Et après, on est sur des métiers techniques, avec énormément d'interfaces. Et pour la performance de ce que l'on fait au quotidien, moi j'ai des équipes qui sortent d'école. Ils ont entre 25 et 30 ans. Et après, une tranche, à peu près un tiers, qui a 50 ans. Donc 50 ans, il y en a qui sont sachants et qui ne seront jamais apprenants. Bon, on vit avec. Et puis, il y en a d'autres qui se découvrent. Et du coup, les interfaces sont importantes. Moi, je me suis rendu compte que les jeunes disaient je vais voir le service caténaire, je vais voir le service signalisation. Je fais mais tu vas pas voir Christian, tu vas pas voir Paul, Jacques. Bon, tu peux tenter Elodie, mais ça marche moins, vous avez compris. Et donc, ils se connaissent pas les prénoms, ils vont voir un service. Et les open space pour ça, on va voir le service et quelqu'un nous répond dans l'open space. Et moi, ça m'a beaucoup choqué que les gens me parlent comme ça au début que j'ai pris le poste. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on travaille cette interface. Alors, il me dit, on aimerait bien, collectivement, on s'est dit les sujets sur lesquels on voulait avoir une interface. Et ok, il y a quelqu'un qui va venir nous faire une présentation. On va apprendre. Et moi, je me suis dit, mais comment on pourrait aller plus loin pour l'organisation? Là, on est en train de parler de l'apprentissage plutôt individuel et du métier, mais pour l'organisation, comment on peut aller plus loin? Donc, j'ai décidé que ça ne pouvait marcher avec le métier en face que s'il y avait la réciprocité managériale. C'est-à-dire que moi, j'appelle le manager et je lui dis, voilà, dans ma réunion de section, je voudrais avoir une intervention. Et je ne veux pas forcément que ce soit toi. Tu peux m'envoyer quelqu'un. Mais sache que moi, ce que je te demande, c'est qu'une personne de mon équipe aille dans ton équipe. Et le premier slide de la présentation, ce sont les photos des gens. Qu'on mette des prénoms sur les photos. Et cette réciprocité et ce contact managérial, moi, ça m'a permis de pouvoir parler de pourquoi je le faisais, etc. Et continuer en me disant, je vais être claire, il y en a 10%. Alors la réciprocité a toujours été faite, persévérante, je n'ai pas lâché. Par contre, derrière, est-ce que les autres ont pris cet outil ? Je ne m'en occupe pas, c'est pas mon job à moi. Mais voilà, donc c'est surtout se demander quand on fait quelque chose avec l'équipe, le questionnement d'avoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin pour l'organisation.
voir qu'on a des exemples bien concrets propres à chaque entreprise. Donc, si vous vous intéressez à la question, il va falloir que vous trouviez, vous, des exemples, pas forcément copiés. Chloé, tu n'as pas entendu sur des exemples concrets, mais je pense à des choses intéressantes à nous dire. Oui. Du coup, je vous en ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant, QVT, bien-être au travail, etc. Donc du coup, de ça découle l'ambition RH d'Extia, qui est de faire vivre à tout individu au sein de l'écosystème Extia une expérience positive. Donc du coup, ça passe par cette expérience positive, elle passe par 2 piliers. Donc le premier pilier dont je vous ai parlé, qui est le bien-être au travail, donc là on a le management agile, les feedbacks, le triple suivi mis en place pour les consultants pour qu'ils aient 3 interlocuteurs bien dédiés en fonction de leurs problèmes ou de leurs demandes lorsqu'ils sont chez le client. Ça passe par le classement Great Place to Work sur lequel on est 2e cette année. Et le deuxième pilier pour faire vivre une expérience positive à tout individu au sein d'Extia, c'est l'entreprise apprenante. Bon, l'entreprise apprenante, à notre sauce, à la sauce Extia, ça a une définition qui est, pour nous, être une entreprise apprenante, c'est être une entreprise qui permet à chaque salarié d'être maître de son employabilité. Donc, ça veut dire que nos salariés vont être dans une posture d'auto-formation continuellement et donc une posture d'apprenance tous les jours, à chaque fois qu'ils seront chez Extia, à chaque fois qu'ils iront travailler, etc. Pour ça, on a mis en place un modèle de formation chez Extia qui est le modèle de formation 70-20-10. Donc, ça veut dire que ce modèle de formation, à 70%, il se joue par le fait d'apprendre quand on travaille. Donc, on va apprendre du fait, pour un consultant, du fait d'avoir un projet qui est intéressant, du fait d'avoir un projet qui correspond à ses besoins, du fait d'avoir un projet qui correspond à ses envies et à ses envies du coup de se développer sur certaines, par exemple, je pense à un développeur sur d'autres langages informatiques, etc. Du coup, 70, on apprend en faisant. Je vais faire d'abord le 10 parce que ça m'arrange un peu plus dans ce que je veux dire. Le 10, c'est la formation qui va être celle qu'on connaît tous, ou je pense tous, c'est la formation qui est en présentiel. Donc soit en théorique sur des formations qui sont dispensées par nos Extiens, par des organismes externes à Extia sur place, donc en présentiel, soit en digital à l'aide de MOOC. Et enfin le 20, c'est ce qu'on appelle le peer learning, donc c'est l'apprentissage par nos pairs. Et du coup, là on revient au petit problème de base dont je vous ai parlé au tout début, c'est-à-dire que comment on fait pour que nos salariés ils apprennent de leurs pairs en sachant qu'ils ne sont même pas dans nos locaux. Donc il y a des salariés qui vont avoir, on va dire, un peu plus de chance et qui vont travailler dans des équipes déjà constituées avec des interlocuteurs avec qui ils peuvent s'exprimer et avec qui ils peuvent partager leurs connaissances au quotidien quand ils font leur travail, mais il y en a d'autres qui sont un peu tout seuls et qui sont la seule personne dans l'entreprise, chez le client où ils sont, à faire ce qu'ils font et ils n'ont pas de collègues avec qui ils peuvent échanger sur leur domaine d'expertise, sur leur métier, et donc du coup c'est pas facile pour favoriser la montée en compétences. Si bien qu'en 2015, on s'est rendu compte, notamment grâce à l'enquête et à l'audit Great Place to Work, que là où ça pêchait le plus pour Extia, c'était au niveau de notre offre de formation, parce que même si on dispensait des formations en interne grâce à des organismes externes, etc., les salariés avaient du mal à se reconnaître et à échanger avec des collègues et avec des personnes qui faisaient le même travail qu'eux ou qui travaillaient dans le même secteur. On a donc créé en 2015 ce qu'on a appelé les communautés métiers et qui par définition sont des groupes d'Extiens à la base qui se réunissent en dehors de leur temps de travail, donc souvent c'est à partir de 19h dans les locaux d'Extia, donc ça leur permet de venir faire un petit coucou aussi à leur manager et de venir sur les locaux d'Extia en physique. Et donc c'est des groupes d'Extiens qui vont se réunir et qui ont une même expertise, des mêmes envies d'apprendre, des mêmes expertises techniques ou des mêmes passions, et qui vont pouvoir échanger sous forme de meet-up pendant plusieurs heures, donc ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en dehors de leur temps de travail, sur du coup cette expertise technique, sur une passion, et sur d'autres sujets. Donc du coup les sujets, on a 3 ans après, enfin du coup presque 4 ans maintenant, après la création des communautés métiers, on a 20 communautés métiers. Et du coup ça passe des communautés métiers qui sont
plus orientés ingénieurs du secteur industriel. Donc on a une communauté ferroviaire où on a beaucoup de consultants qui sont en poste à la SNCF justement. On a des communautés techniques pour les ingénieurs DevOps. On a des communautés techniques sur JavaScript, Java, C#, C++, etc. Et au début, c'était réservé aux Extiens. Et au final, on s'est dit, pourquoi ne pas ouvrir ça au reste du monde? Parce que au final, plus on est, plus on apprend lors de ces communautés métiers. Et du coup, comment on a fait pour, au final, parce que c'est bien beau de dire que maintenant on a 20 communautés métiers, que c'est partout en France, etc. Mais au début, ça a été un peu difficile parce que l'enjeu auquel on s'est confronté, ça a été comment on fait venir un salarié après sa journée de travail à l'autre bout de Paris, parce qu'on est quand même à Sèvres, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut qu'il traverse tout Paris en règle générale. Et donc comment, après sa journée de travail, on le motive à venir partager ses connaissances. Donc pour certains